Alors, bonjour YouTube, bonjour Twitch. On se retrouve pour une première vidéo sur Twitch. Parce que je fais exclusivement des lives sur Twitch. Donc pas de facecam parce que je n'ai pas de caméra, tout simplement. Et on se fait un petit live sur Crusader Kings. Alors attendez, faudrait peut-être que je modifie. C'est pas très pro, mais bon, c'est mon premier. Comment on fait pour modifier les infos du live? Voilà. 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 Très bien. Alors, donc sur CK3, j'ai une grosse partie des DLC. Alors, on va supprimer ces parties-là. Pourquoi est-ce que ça fait autant de sauvegarde d'ailleurs? Bon, c'est pas bien grave. Alors, gestionnaire de stream. Très bien. Alors, on va faire un live un petit peu tuto. On va faire un live tuto, je vais vous expliquer comment on joue. Parce que je crois que j'ai à peu près 500 heures de jeu sur Crusader Kings, c'est pas énorme. Surtout pour moi qui prétends vous donner un tuto. Mais c'est pas mal. Donc j'ai toutes les extensions qui permettent d'avoir les départs de tous les personnages. Mais ça c'est pas très important. J'essaye de jouer un petit peu avec Temujin, donc Gengis Khan, mais je comprends rien. Donc il va me falloir du temps pour y arriver. Donc on va démarrer une partie. Et je vais vous montrer un petit peu en tuto comment on joue à Crusader Kings 3, comment on gagne, si on peut dire ça comme ça. Et on va faire ça avec... Alors attendez, on va mettre... Parce que je joue en très difficile, on va mettre en normal. Et on va jouer avec le petit roi Munrad d'Irlande. Enfin, le futur roi d'Irlande. Alors attendez. Hop, je me mets dans le chat. Très bien, donc... Nous sommes le roi Murkad d'Irlande. Enfin, de Munster, on a un duché. Donc on va commencer par regarder un petit peu ce qu'on a en bas à gauche de l'écran. Vous avez le petit sac, c'est l'inventaire. Pour l'inventaire, c'est très simple. Au cours de votre partie, vous allez pouvoir gagner des objets, soit par des événements, soit grâce à votre cour, à votre antiquaire, qui va chercher des objets pour vous si vous lui demandez. Et à vos artisans, vous pourrez en avoir 3 qui feront pour vous des objets régulièrement à la cour, mais il faudra payer pour qu'ils les produisent. Et ça donnera lieu à tout un tas d'événements un peu aléatoires qui permettront de faire avancer ou non la création de cet artefact et d'augmenter ou non sa qualité. Donc vous avez accès à plusieurs slots, vous avez un journal. Donc le journal, c'est toujours quelque chose qui vous donne de la foi. Ça vous fait gagner des points de piété, que vous voyez ici en haut. Donc c'est toujours utile, ça peut des fois vous faire gagner un petit peu de renommée pour votre dynastie. On reviendra sur tout ça plus tard. Et voilà. Et ensuite vous avez d'autres objets. La couronne en général c'est pour la gloire, l'armure ça va être et l'arme c'est pour la prouesse martiale, pour l'efficacité de vos chevaliers, de votre armée, etc. Tout ce qui est insigne royal et bibelot c'est pareil, c'est pour la... Alors insigne royal c'est surtout pour la gloire et les bibelots ça va être des petits bonus par-ci par-là, un petit peu divers. Donc vous pouvez voir directement tous vos artefacts ici et donc votre antiquaire que vous pourrez choisir, mais j'y reviendrai. Ensuite on a l'onglet mode de vie. Alors le mode de vie, vous en avez 5 et en fait ça va rythmer votre partie. Alors quand vous commencez avec un perso tout fait, le mode de vie est prédéfini. Peu importe qui vous choisissez, il y a un mode de vie prédéfini, hein. Vous pouvez cliquer sur n'importe qui. Si je prends l'Empire romain d'Orient, vous avez ici un dépensier indulgent. Donc c'est le niveau 1 sur 5 du mode de vie de l'intendance. Vous voyez ici. Donc nous, notre mode de vie, c'est la diplomatie.
Et vu que c'est notre mode de vie principal, puisqu'on a un atout de base d'érudition, de diplomatie, pardon, on a un niveau 3 sur 5, c'est vraiment pas mal. Eh bien notre mode de vie sera 30% plus rapide pour débloquer des compétences, pour débloquer des atouts. Donc vu qu'on a un perso prédéfini, on a déjà une liste d'atouts qui sont déjà déverrouillés, avec une liste de traits de mode de vie. On en a 3 par mode de vie, et on a déjà un débloqué, donc c'est le fait d'être patriarche, donc ça donne un tas de bonus, voilà, fécondité, perte de stress, etc. Donc nous on va choisir ce mode de vie qui va être le plus rapide à compléter, on va dire, et on a le choix entre 3 slots ici, qui nous permet de choisir un bonus pour notre mode de vie, qui nous suivra tout au long de la partie. Donc on peut choisir, ça donne des bonus différents à chaque fois, mais ici on va choisir le mode de vie diplomatique, et on va choisir la majesté, parce que ça nous donne un point de prestige par mois, et le prestige quand on est une tribu, parce que nous sommes une tribu, c'est très important. Parce qu'on va en avoir besoin, je crois, pour payer... Ah non, 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 pardon, autant pour moi, vu qu'on est déjà en 1066, le mode de paiement de l'armée passe à l'or, mais c'est pas grave, la gloire est très utile. Ensuite, on a ici la barre de stress tout en bas, donc la barre de stress, c'est pas compliqué. Si vous arrivez à 3 sur 3, vous avez un risque de faire une crise cardiaque et de perdre votre personnage et de passer à votre héritier ou votre héritière. Donc là, c'est très chiant. Donc il faut toujours faire attention d'être le moins stressé possible, sachant que le stress, plus il est élevé, plus les événements que vous allez subir seront compliqués à gérer, d'un point de vue psychologique. Donc on n'a rien à voir dessus. Hein. Ensuite on a la légitimité. Donc là c'est très important. Donc là vous voyez qu'on a tout un petit tableau qui s'affiche. Et la légitimité, c'est notre légitimité à être dirigeant, tout simplement. Et plus on est loin, plus on a un bonus élevé, comme vous voyez ici. Donc ça vous le découvrirez vous-même, on va pas s'attarder sur tout ça. Là je fais vraiment un petit diaporama des bases du jeu. Et vous voyez un petit logo ici. Et ce petit logo montre que nos vassaux s'attendent à ce qu'on soit à ce niveau-là, au niveau 1. Et nous on est presque au niveau 3. Donc on est bien au-dessus de ce que nos vassaux attendent. Donc on a une certaine légitimité devant eux. Donc ils sont moins enclins à rejoindre des factions. Mais j'y reviendrai, c'est le petit logo jaune ici. Ensuite on a ici, tout en bas à gauche, notre titre principal. Donc on a le petit royaume de Münster, on le voit ici. Encadré en blanc, ce sont les titres de jure. Les titres de jure, ça veut dire que chaque titre de comté qu'il y a dans ce petit encadré blanc appartient au petit royaume de Münster, pas forcément à moi, mais à quiconque s'en empare peut revendiquer le reste. Grâce à une innovation dont on parlera après, qu'on a déjà débloquée puisqu'on est déjà un petit peu loin dans le jeu. Et comme vous voyez, entouré en bleu, quand je quitte l'onglet du petit royaume, entouré en bleu, j'ai mon territoire. Donc si je vais par exemple sur Earldorm de Desmond, si je lui déclare la guerre, je peux m'emparer d'un titre de jure, et donc m'emparer du territoire qui appartient à mon titre, et que je peux revendiquer puisque je détiens ce titre. Ensuite vous avez au-dessus de l'onglet de votre titre, votre maison. Donc là vous avez accès à votre dynastie, les membres de votre dynastie, les maisons de votre dynastie, puisqu'il y a des sous-branches familiales, et vous avez accès à votre arbre d'héritage, dont on reparlera un petit peu après. Et enfin, vous avez les deux onglets qui sont pour moi les plus importants dans cet encadré en bas, qui sont la foi. Donc la foi, c'est très important. Vous voyez, j'ai cliqué dessus. Vous pouvez aussi cliquer sur les onglets ici, ça fait des filtres pour la carte. Si vous cliquez sur votre foi, vous voyez plein de choses apparaître. Toute la carte change. Donc vous avez la foi catholique. Nous sommes insulaires. La foi insulaire, c'est vraiment une foi irlandaise qui date du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, vous avez un petit encadré qui vous donne des indications sur ce qu'est finalement votre foi dans le jeu. Donc c'est toujours intéressant. Donc c'est un christianisme irlandais qui est lié au catholicisme, puis qui s'en détache sur certains points, mais qui reste très œcuménique, donc très lié à l'ensemble des églises, dans la soumission à Rome, etc. Vous voyez aussi apparaître des petites croix sur la carte, et vous voyez que certaines sont entourées en rouge. Alors celles qui sont entourées en rouge, ce sont celles qui ne sont pas possédées par un dirigeant de foi insulaire. Et là, ça pose problème.
Donc l'objectif, l'un des objectifs du jeu, qui n'est pas directement lié aux décisions importantes que vous avez, c'est de prendre possession de ces titres, soit en convertissant les dirigeants en question qui les possèdent, soit en les prenant par les armes et en les donnant à des vassaux qui sont de votre foi. Et vous voyez aussi que chaque titre possédé vous donne un bonus. Donc là, on possède déjà ici ce titre. Alors pas moi directement, mais un autre dirigeant insulaire possède ce titre. Et donc nous gagnons plus 1 point de dévotion par niveau d'érudition. Non, c'est l'inverse, plus 1 d'érudition par niveau de dévotion, excusez-moi. Et plus 5% de piété mensuelle. Et la piété, c'est ce qu'il y a là-haut, je vous avais montré tout à l'heure. Donc si on possède les autres, on a des bonus. Il y a souvent des bonus pour les vassaux, d'autres pour l'armée, d'autres pour la piété, d'autres pour l'intendance, parfois la martialité, ça arrive surtout chez les orthodoxes. Et quand vous cliquez sur une autre foi, vous pouvez voir les points de cette foi qui apparaissent. Donc c'est assez intéressant stratégiquement de jouer un petit peu sur ça et de récupérer les points de la foi adverse pour lui enlever des bonus, tout simplement. Donc là on est déjà en 1066, donc la Scandinavie est en cours de catholicisation, d'évangélisation. Donc là on n'a plus la foi à Satrou qui est ici, elle ne possède presque plus aucun point, alors que normalement au début du jeu, elle possède l'ensemble de la Finlande. La Finlande, il y a un bout qui est à Satrou, de la Suède et de la Norvège, qui appartient à la religion nordique. Mais ici elle disparaît puisque les catholiques ont converti la Scandinavie en envahissant à leur tour les terres du Nord. Vous pouvez voir aussi sur certains endroits des petites cases qui sont hachurées. Alors là c'est tout simple, on va prendre l'exemple de tout simplement ce qu'il y a ici. Le territoire ici est hachuré en blanc. Et pourtant il est gris foncé. C'est-à-dire que le dirigeant ici est catholique. C'est-à-dire que la couleur hachurée correspond à la couleur de la foi du dirigeant qui possède le territoire, mais dont la foi est différente de la population de ce même territoire. C'est-à-dire que quand vous allez ici par exemple, la foi est orthodoxe. Elle est violette, elle est rose, elle appartient à l'orthodoxie. Et on le voit ici, elle est encadrée en blanc si on clique dessus. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est hachuré en gris. Donc on suppose que ce dirigeant ici, le duc d'Apulie, est sûrement catholique. Et il est catholique. Et ça marche partout sur toute la carte. Ici on a la foi acharite, une foi islamique, qui vient se superposer à la foi ibadite du comté. Donc la population n'est pas de la même foi que le dirigeant. Ensuite, vous avez un autre... alors j'ai pas terminé avec la foi. Dans ce tableau, vous avez des choses qui sont très importantes. Vous avez des principes. Il y a toujours 3 principes à la fois qui sont choisis parmi une liste. Alors je peux pas regarder. Voilà, on a la liste ici de tous les principes. Alors on va pas les énumérer et les lire, mais ils vous donnent des bonus. Donc dans la foi insulaire, ça va être le monachisme, le vœu de pauvreté et le rite. Donc ça va vous donner des bonus. Dans la foi, dans toutes les fois, vous avez aussi, si vous regardez bien, des péchés et des vertus. Les péchés vous donnent un malus de piété et un malus d'opinion global pour tous les dirigeants de votre foi, et aussi pour tous les vassaux que vous avez et qui ont le trait fanatique, parce que le fanatique veut que vous soyez de votre religion, enfin de sa religion, mais surtout que vous soyez vertueux. Donc plus vous avez de traits de pécheur, moins vous êtes aimé par ses vassaux. Ensuite vous avez les traits de vertu. Donc pour la foi insulaire, il y en a 5. Si vous possédez ces traits, vous avez à l'inverse des péchés, des bonus. Ensuite vous avez les doctrines. Donc les doctrines, c'est pas compliqué, c'est ce qui fonde votre foi en réalité. Donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas forcément 5 je crois. S'il y en a toujours 5. Ah non voilà, il y en a 4. Donc ce sont des bonus, ce sont des règles qui font votre foi. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, d'autres que vous pouvez faire uniquement grâce à ces doctrines, et qui font votre religion. Ensuite vous avez des doctrines pour le mariage, donc ça va être très utile pour tout ce qui concerne les alliances, etc., vos propres mariages, vos divorces. Vous avez ensuite les crimes. Donc dans la foi insulaire par exemple, l'homosexualité est mal vue, l'adultère est mal vu, tuer une personne de sa propre dynastie est criminel, la sorcellerie est criminelle, etc., etc. Et ensuite vous avez les doctrines du clergé qui concernent directement les prêtres.
Donc leur rôle, aumône et pacification ici, il y a aussi le contrôle de la foule, le fait de prêcher, etc. etc. Il y a plein de choses différentes qui vous donnent cette fois-ci des bonus et d'autres possibilités ou interdits au cours de la partie. Ensuite vous avez la doctrine spéciale, c'est l'enseignement de Jésus. Donc toutes les foi chrétiennes ont l'enseignement de Jésus, parce que c'est la base du christianisme, et donc vous avez un bonus ou un malus, ou en tout cas quelque chose d'unique à votre religion qui vous donne quelque chose en plus. Donc là, les foi non chrétiennes sont considérées comme hostiles, et vous avez un bonus de plus 30 en opinion pour toutes les foi qui ont le trait syncrétisme chrétien. Donc ça va être les religions qui sont par ici, certaines religions un peu orientales, qui parfois ont le trait de syncrétisme chrétien. Le syncrétisme, c'est le rassemblement de plusieurs rites religieux. Alors salut Supermax, non c'est mon live qui s'est pas mis à jour, mais je l'ai mis à jour normalement. Mais on est bien sur Crusader Kings et il n'y a pas de mode spécialement. Donc c'est juste un bug, c'est normalement c'est pas censé... Ah oui effectivement... Ah oui non j'ai pas changé le titre. Merci de me l'avoir fait remarquer. Alors... Normalement c'est bon. Voilà. Donc je continue. Tout en bas vous avez un encadré avec le chef de la foi. Donc certaines religions n'ont pas de chef de la foi. Si vous allez dans les religions africaines surtout, souvent elles n'ont pas de chef de la foi. Hein. Ce sont des religions qui sont trop primitives pour avoir un chef. Il est possible de la réformer pour avoir un chef de la foi. Mais ça c'est à faire au cours du jeu. Ah il y a un mode... Ah oui il y a un mode... oui j'ai vu passer sur le workshop. Je l'ai pas installé mais j'ai vu. J'y jouerai sûrement. Donc tout en bas vous avez un encadré avec votre chef de la foi. Donc comme je vous l'ai dit, la foi insulaire ici en Irlande, elle est liée à la papauté au Vatican. Donc notre chef, bien qu'il soit catholique, eh bien c'est le pape. Et on peut interagir avec le pape. Donc en général les interactions elles se limitent soit à l'influencer pour qu'il nous aime. Ici il nous approuve. Il est au-dessus de 0, donc il nous approuve d'un point de vue de son opinion. Ou sinon vous pouvez lui demander de l'or. Accorder un titre au pape, ça sert pas à grand chose, il ne s'en sert pas. Transférer un vassal, c'est pareil. L'assassiner quand vous êtes catholique ou insulaire, c'est pas une bonne idée. Et sinon, vous pouvez apprendre la langue pour vous rapprocher de lui, etc. Mais c'est toujours dans le but d'avoir de l'argent, hein. Ce jeu, faut pas se cacher. Ensuite, voilà, vous avez donc le chef de la foi, vous avez son titre, la papauté. Donc la papauté, c'est le latium. C'est alors là on ne le voit pas parce qu'il n'est pas créé, mais c'est le duché du Latium. Donc voilà, on a fini avec cet onglet de la religion. Après vous pouvez voir donc les lieux saints, vous voyez à qui ils appartiennent. Et vous avez une liste des bonus qu'ils vous apportent. Donc ça on en a déjà parlé, c'est les petits encadrés ici avec les croix. Donc vous voyez à qui ça appartient, et quand c'est en rouge, ça n'appartient pas à votre foi, donc vous n'avez pas les bonus. Ensuite, vous avez ici la ferveur. Alors la ferveur, c'est la donnée qui vous permet de savoir à peu près si votre foi, se fanatise. Et aussi le taux de chance qu'elle a de se défendre face aux hérésies. Donc les hérésies apparaissent au cours du jeu et elles sont souvent historiques, si elles ne sont pas créées par les personnages eux-mêmes. Et ici, vous avez le gain de ferveur qui apparaît. Alors ici, on n'en a que 2 des onglets. Mais plus le jeu va progresser, plus il y aura une liste de changements de ferveur annuels par rapport aux guerres, par rapport aux dirigeants, par rapport à l'économie du monde, etc. Tout ce qui va jouer en faveur de la religion sera affiché ensuite dans la ferveur. Et vous avez ici un dernier encadré qui vous montre toutes les foi. Donc là on a l'option religion chrétienne, donc on voit toutes les foi chrétiennes. Il y en a ici qui ne sont pas éclairées, elles ne sont pas encadrées avec un peu plus de lumière parce qu'il n'y a pas de comté qui les suivent. Donc il n'y a aucun personnage qui est de ces sectes-là qui sont chrétiennes. Par contre, vous avez ici des nombres de comtés avec des religions qui y sont liées. Donc là, c'est toutes les foi chrétiennes. Et on peut voir que la religion chrétienne la plus répandue, c'est le catholicisme. Mais avec la carte, on l'avait un peu deviné, même si les orthodoxes sont vraiment de gros
compétiteurs et concurrents, mais il y a quand même beaucoup moins de comtés. Si vous décochez la religion, enfin la religion chrétienne, vous avez toutes les religions du monde qui sont disponibles. Vous avez absolument tout. Et vous voyez qu'il y a énormément de religions différentes. Et on ne les voit pas forcément, parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué, alors c'est surtout en Inde et en Asie que ça pète un petit peu un plomb, mais vu que les dirigeants sont souvent d'une même religion, on ne voit pas forcément la religion des comtés, parce que là, ça nous affiche vraiment la religion pratiquée par les populations, par les comtés. Après, on peut mettre par ordre alphabétique, etc., par ordre de ferveur, mais bref. Donc voilà, ça c'était pour la religion. Et vous avez un dernier onglet ici qui est la culture. Alors la culture, c'est un peu comme la religion. Il y a des bonus, il y a des piliers, il y a des principes. Sauf que là, c'est pas du tout lié à la foi et ça vous apporte quelque chose de plus. Ce sont des recherches. Vous avez des fascinations culturelles. Donc on va y aller petit à petit. Vous avez d'abord les piliers. Donc c'est la base de votre culture. Donc ici, on a toujours la langue de la culture qui apparaît. Peu importe la culture que vous sélectionnez, il y a toujours une langue. Donc notre langue, elle est gaélique. Et on voit ici que notre culture, elle englobe presque toute l'Irlande, parce que c'est la culture irlandaise qui est affichée ici. Donc vous avez un patrimoine gaélique qui vous donne un petit bonus, et vous avez ici un trait par rapport aux coutumes martiales, voilà, c'est marqué ici. Donc ça c'est pour les chevaliers tout simplement. Vous pouvez avoir des chevaliers, on y reviendra plus tard, qui ne peuvent être que des hommes selon votre culture, donc il n'y aura jamais de femmes chevaliers. Sauf si vous décidez de changer votre culture et d'en créer une. Et vous avez l'esthétique irlandaise, donc ça c'est pour les personnages, etc. Et vous avez les traditions qui sont des bonus propres à votre culture, où vous avez simplement des slots qui sont validés, qui vous permettent de construire des bâtiments, de gagner des bonus pour vos comtés, votre gain d'argent, l'armée, etc. Les vassaux, l'imposition, tout ça. Et ensuite, en dessous, vous avez deux onglets qui sont soit réformer la culture, donc quand vous voulez réformer, vous allez changer les slots, ce genre de choses ici. Vous avez aussi accès à la philosophie de votre culture, donc nous on est solennel. Donc solennel, ça apparaît pas parce qu'on l'est, c'est marqué ici, hein, simplement ça apparaît pas dans les choix, mais ça vous donne un bonus spécial selon la philosophie solennelle. Vous pouvez choisir d'être belliqueux, stoïque, bureaucratique, etc. Et ça vous donnera des bonus liés à cette philosophie particulière. Mais ça ne nous intéresse pas trop de changer ici. Donc voilà, vous pouvez changer vos traditions, donc il y en a énormément, ça coûte extrêmement cher hein, en gloire, donc faut vraiment, ça arrive loin dans le jeu. Hein. Et vous avez vraiment un grand nombre de traditions disponibles. Ensuite, vous pouvez choisir aussi de faire diverger la culture. Donc diverger la culture, ça va être vraiment pas en créer une, mais presque, c'est-à-dire que vous allez changer vos traditions, vos piliers, le nom de votre culture, pour en remodeler une à votre image. Donc ça coûte cher aussi. Hein. Et enfin, tout en bas, vous avez comme pour la foi et les religions, le chef de la culture. Donc là, le chef de la culture irlandaise, c'est moi. C'est le petit roi Murcad de Munster. Et ça me permet de faire des innovations, des fascinations culturelles. Donc là, on est en 1066, donc on a déjà atteint le haut Moyen-Âge d'un point de vue culturel. Mais avant, on a toute l'époque tribale qui démarre le jeu à la fin du 9e siècle. Et on a plein de recherches à faire. Alors, ici, ce sont des recherches régionales et culturelles auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'est pas aux endroits où il faut. Si on avait été en Afrique, on aurait eu accès aux pirogues africaines et aux chameliers de combat, et aux éléphants de guerre peut-être. Donc tout ça, c'est vraiment contextuel, ça arrive seulement si vous êtes de la bonne région, etc. Mais vous avez, pour toutes les cultures, des recherches communes, donc vous avez tout ça. C'est militaire et civique, toujours. Ça donne des bonus, ça permet de faire des choses. Par exemple, les mottes déverrouillent les bâtiments de fortification de l'ère tribale, donc ça va être le fait d'augmenter votre... Alors, ça se verra pas ici, mais votre château au niveau 2. Alors, dans l'ère tribale, ce sont des palissades et des murs, etc. Donc, ça ne sont pas des châteaux, mais ça permet de monter ça au niveau 2 et de faire des bâtiments. Vous avez aussi des bâtiments militaires, des bâtiments qui permettent... des contrats vassaliques, pardon, qui permettent un petit peu plus d'armée. Vous avez des déblocages d'unités comme l'onagre. L'onagre, c'est extrêmement important. Là, on a un mangono parce qu'on a déverrouillé la suite ici. Ce sont vos engins de siège, tout simplement. C'est très important quand vous faites la guerre d'avoir des engins de siège. Sinon, vous allez mettre 30 plombes et ça va être chiant.
Vous avez plein de bonus. Et typiquement le Casus Belli que je vous ai montré au début, de pouvoir déclarer la guerre à ce monsieur et de prendre les titres de jure. Donc vous avez le choix entre s'emparer du duché de Jure ou du comté de Jure. C'est sensiblement la même chose. Hein. Et bien c'est possible parce que dans l'ère tribale, vous avez débloqué le Casus Belli, qui vous débloque le comté de Jure et le duché de Jure en tant que Casus Belli pour faire la guerre. Donc c'est très utile. Et nous sommes ici et nous pouvons choisir une recherche. Ici on est déjà mis sur prérogative impériale, royale, et ça dure 73 ans avant d'être débloqué. Et c'est lié à notre compétence d'érudition. Plus notre érudition est haute, plus ça va vite. Voilà, donc vous avez tout un tas, encore une fois, de recherches militaires et civiques à faire, et vous avez encore des recherches culturelles et régionales qui sont disponibles si vous êtes dans la bonne région. Voilà, ensuite on va passer aux onglets. Alors ici je vous ai dit c'est les filtres, on s'en fiche un petit peu. Là c'est pour voir les pays de chaque personnage, donc les plus hauts gradés. Donc là on a le roi Salomon de Hongrie. Si on zoome un peu, on a accès à ses vassaux qui sont des ducs et à ses vassaux qui sont des comtés, des comtes. Ensuite vous pouvez cliquer sur cet onglet, ça affiche tous les duchés du jeu, qu'ils soient pleinement dominés par quelqu'un ou non. Donc là on retrouve notre duché de Münster à nous, même si on n'a que l'encadré en bleu. Vous avez les titres de royaumes hypothétiques qui ne sont pas forcément créés. Ici on voit le royaume d'Irlande n'est pas créé, et il y a des conditions pour pouvoir le créer. Et vous avez aussi les empires. Donc là la Grande-Bretagne elle n'est pas créée, la France elle n'est pas créée, le Saint-Empire romain il appartient déjà à quelqu'un. Mais comme vous voyez, ce monsieur domine presque tout le territoire du Saint-Empire romain, sauf le nord ici, mais il domine un peu plus en bas. Et voilà, il a un énorme territoire, le Saint-Empire romain. Voilà, et ensuite vous avez accès à la fois à la culture et aux maisons. Alors les maisons c'est intéressant parce que ça vous permet de voir quelle dynastie dirige en fait. Donc là on a la dynastie par exemple Seljuki d'ici, on a accès à l'ensemble de ses membres, etc. Et si on revient sur les titres, bon là c'est un mauvais exemple, c'est le même, exactement le même truc, mais si vous jouez bien votre jeu, vous pouvez envoyer vos descendants dans d'autres pays par des mariages et faire des enfants dans ces autres pays qui ensuite seront de votre maison et seront vos alliés. Typiquement, on le voit ici en Ibérie, donc la lutte ibérique pour la reconquête de l'Espagne. Donc là, je crois que c'est déjà bien entamé. Hein. Ou c'est même... non, c'est pas très bien entamé encore. Bon, ça viendra après. Ici, on a 4 royaumes. Navarre, Castille, Léon, Galice. Et si on regarde la maison, c'est la maison Jimena. C'est la même maison. Donc c'est la même famille. Ils sont tous frères ici. Voilà, donc ensuite vous avez accès à d'autres filtres. Donc les épidémies, on est au début du jeu, donc il n'y en a pas, elles vont arriver très vite. La fertilité comtale, qui apparaît uniquement dans les pays, pas mongols, mais russes, asiatiques, etc., asiatiques du nord, etc., parce que c'est très important pour les Mongols, parce que il y a une fonctionnalité qu'on appelle les troupeaux, qu'on a uniquement grâce à la fertilité du sol. Donc ça ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas du tout dans cette optique-là pour le jeu. Alors ensuite, on va passer aux onglets qui sont sur la droite, qui sont très importants. Donc vous avez la cour royale. On ne l'a pas débloquée parce qu'on n'est pas un roi, on est un petit roi. Alors dites-vous que petit roi, ça veut dire duc. Nous sommes ducs de Münster. Donc on n'a pas accès à la cour royale parce qu'il nous faut un royaume. Par contre, typiquement, Harold II, le roi d'Angleterre, a accès à une cour royale parce qu'il a le titre de royaume d'Angleterre. Ensuite vous avez des activités. Vous pouvez faire un festin. Donc le festin, voilà ce qu'il vous donne. Donc c'est souvent, en général, quand vous faites un festin, c'est pour vous devenir ami avec vos vassaux qui ne vous aiment pas forcément. Et c'est très utile. Ça rapporte vraiment de gros bonus et ça peut sauver dans beaucoup de situations. Mais il faut avoir les moyens parce que ça coûte 180 pièces d'or et on n'en gagne que 3 par mois. Donc c'est très très cher. Vous avez la chasse. Donc la chasse, elle est surtout faite pour vous donner du prestige et une perte de stress. Et pour pouvoir faire une chasse, donc vous avez accès à la chasse normale et à la chasse légendaire. La chasse légendaire, c'est quand vous avez repéré un animal blanc. C'est très rare dans le jeu et en général les chasses échouent, mais il faut essayer. Donc les chasses, plus votre pays est propice à la chasse, plus c'est vert. Plus c'est vert fluo, plus c'est bon. Donc plus il y a de chances que vous y arriviez. Enfin, vous arriviez à attraper la bête et à gagner de la gloire.
Si vous arrivez à attraper une bête, un animal dans une chasse, vous gagnez, si vous êtes roi ou empereur, vous gagnez une fourrure ou un trophée que vous pourrez exposer dans votre cour et qui vous fera gagner des bonus. Et enfin, vous avez le pèlerinage. Alors le pèlerinage, on a toujours la Mecque en fond, mais c'est pas parce que c'est la Mecque que vous êtes musulman, hein. Vous pouvez faire un pèlerinage. Vous avez le choix entre pieux, ça vous fait gagner des bonus de piété, soit mondain, ça vous fait gagner de la gloire. Et alors quand on est chrétien, alors là on est chrétien insulaire, donc c'est forcément lié à nos lieux propres de religion insulaire. Donc comme vous avez vu, là on a accès à ces endroits-là, et ce sont les mêmes endroits qui sont les lieux saints de la foi insulaire. Donc on ne peut se déplacer que dans nos lieux saints. Ensuite vous avez l'onglet décision. Alors là c'est très important. Vous pouvez d'abord, je commence par le bas, c'est plus facile, inviter des prétendants. Donc les prétendants, c'est des gens à votre cour, ce sont des courtisans. Les courtisans sont très très utiles à votre cour parce qu'ils peuvent rentrer dans votre conseil ou éduquer les enfants de la cour ou avoir même des revendications comtales, ducales, voire royales, ça peut arriver. Auquel cas, si vous faites la guerre et qu'ils sont dans votre cour, vous pouvez revendiquer un territoire en leur nom et vos courtisans prendront ce territoire et seront vos vassaux. Si ils ont déjà des titres dans votre pays et qu'ils sont déjà vos vassaux, ou alors ils prendront simplement le territoire et deviendront vos alliés. Donc c'est très utile par exemple des fois d'avoir un courtisan qui revendique l'Empire romain d'Orient, faire la guerre à l'Empire romain d'Orient, gagner, et c'est votre courtisan qui prend le pouvoir et qui devient empereur romain d'Orient, et qui devient votre allié, c'est très utile. Ensuite vous avez invité des chevaliers. Alors les chevaliers, ce sont des experts de la guerre, des experts pour votre armée, qui viendront donner un bonus, selon leur capacité de prouesse et de martialité, à vos soldats, à votre armée. On le voit ici dans l'onglet militaire, on y reviendra après. Donc ça coûte 150 de gloire qu'on voit ici pour inviter des chevaliers, et ensuite ça coûte de l'or pour les recruter. Ensuite on a les postes à la cour. Alors on n'a que 2 postes quand on est ici en Irlande, c'est le médecin de la cour qui est essentiel, il vous fait gagner un bonus de santé qui est très important, il peut vous sauver quand vous tombez malade, donc il vous donne un bonus contre les symptômes de votre maladie et annule les dégâts que ça fait à votre santé, c'est très important. Et évidemment il soigne l'ensemble de la cour. Ou alors vous pouvez choisir de recruter un maître caravanier, et ce maître caravanier, il va vous accompagner dans vos déplacements en dehors de votre pays ou dedans même, mais en dehors de votre cour royale ou ducale, etc. Enfin en dehors de votre propriété principale, de votre capitale. Il va vous accompagner sur la route pour vous éviter de tomber dans de grosses embûches, et même si des fois ça marche pas, vous aurez quand même un bonus de rapidité de déplacement sur la carte, ce qui peut être utile quand vous voulez absolument vous rendre à un événement mis en place par l'un de vos vassaux. Et il augmente aussi la sécurité de votre voyage, donc il limite les événements un petit peu perturbateurs. Ensuite, vous pouvez faire vœu de pauvreté. Donc vous gagnez un bonus qui est lié directement à ça, mais vous gagnez beaucoup moins d'argent, évidemment. Par contre, vous êtes très bien vu. Enfin, vous avez un petit bonus, ça vaut pas trop le coup, hein. Mais si vous êtes en galère niveau piété et que vous êtes même excommunié, faire vœu de pauvreté, ça peut un petit peu vous sauver la mise le temps d'eux. Donc voilà, vous pouvez faire des vœux de pauvreté. On peut accélérer les complots. Mais là, on n'a pas de complot en cours, donc ça sert à rien. Et on peut devenir... Alors ça, c'est une particularité qui fait partie d'un DLC. Le DLC des aventuriers. Vous pouvez devenir aventurier, donc vous abandonnez vos titres et vous devenez un vagabond qui se bat pour le plus offrant, qui devient mercenaire, qui fait des actions, qui touche d'ailleurs aux 5 modes de vie que vous avez sur votre personnage. Donc ça peut aller de convertir quelqu'un à votre foi à intimider des paysans au nom d'un autre seigneur, donc c'est quand même... voilà. Ensuite, vous pouvez commander des artefacts. Alors les artefacts, comme je vous ai dit, ce sont ce que vous trouvez ici. Ça peut faire partie de ça, et ça peut aussi faire partie de votre cour royale. Ce sont des choses, des objets, des livres, parfois des trophées que vous allez mettre en avant dans votre cour pour gagner des gros bonus. Enfin, plus l'artefact est rare, plus le bonus est grand. Ensuite, vous pouvez adopter un gouvernement centralisé. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie d'un DLC qui s'appelle Road to Power. Et ça vous permet d'avoir un gouvernement administratif qui ne s'administre pas pareil qu'un gouvernement royal. C'est-à-dire que là, on a le pouvoir de la couronne. Dans une administration, on a des ducs,
et des rois, si vous êtes empereur, vous avez des rois et des ducs qui ont des possessions, aussi bien dans votre royaume que dans celui des autres, au sein de votre empire, et qui peuvent réclamer certains droits, qui ont accès à certains bâtiments, etc., qui vous appartiennent peut-être ou non. Et c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus compliqué de jouer à ça en début de partie parce que vous avez vraiment des intrigues énormes à la cour en fait. Ensuite vous avez fondé un nouveau royaume. Donc ça apparaît quand vous n'avez pas, imaginons tous les... Alors là ça ne nous propose pas parce qu'on ne les a pas, mais pour avoir un royaume, comme je vous ai montré, ici le royaume d'Irlande, il faut posséder 8 comtés sur l'ensemble du royaume d'Irlande, pas forcément collé à mon territoire, mais partout dans le royaume de jure d'Irlande, avoir 325 et avoir 2 titres de duché. Pour l'instant, on n'a rien de ce qu'il faut. Donc, c'est pas accessible, mais imaginons. Imaginons mon territoire est assez grand pour valoir un royaume, mais je n'ai pas la possibilité de faire ce royaume parce que je n'ai pas les comtés de jure qu'il faut, mais j'ai plein de comtés partout ailleurs. Eh bien, il y a la possibilité, si on obéit à ces conditions, donc c'est des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que celles d'avoir un royaume déjà fait. Hein. Là, il faut 30 comtés, ou avoir un pays qui fait 30 comtés. Il faut avoir 3 duchés pour soi, donc avoir 3 titres de duché, c'est cher, c'est 250 le titre. Hein. Et il faut avoir le grade illustre en gloire, et pour l'instant on est établi, c'est le grade niveau 3, nous sommes niveau 1. Et ça demande beaucoup de points, beaucoup de temps, donc on ne le fera pas avec ce personnage, c'est sûr. Et donc là, vous voyez, il faut au moins un des deux ici, donc soit 30, soit 3 duchés, ce qui revient à partir à l'extérieur un petit peu de notre territoire, ou tout simplement à faire un mélange un petit peu des deux, on n'a pas trop le choix. Et donc on pourra faire un nouveau duché, un nouveau royaume, qui n'est pas forcément celui d'Irlande, mais qui prendra tout notre territoire pour en faire un nouveau royaume, avec les territoires qui sont compris dedans comme étant les territoires de jure. Et ensuite vous pouvez consacrer la lignée, donc là vous avez un bonus de renommée pour votre dynastie. La foi insulaire augmente parce que vous êtes vu comme, pas un saint mais presque. D'ailleurs il faut avoir le niveau maximum de dévotion religieuse pour pouvoir faire cette décision. Et ensuite, voilà, et vous avez besoin de posséder directement vous-même un lieu saint de la foi insulaire. Donc là on a peu de décisions, hein, mais quand vous jouez par exemple l'Empire romain, vous avez accès à beaucoup plus. Quand vous avez accès au peuple arabe ici, vous avez accès à plus. Quand vous jouez le Saint-Empire romain, vous avez accès à plus. Quand vous avez ici des personnages ibériques, vous avez accès à beaucoup plus. Ça dépend d'où vous apparaissez, ce que vous faites, etc. Quand vous êtes un nordique, pareil, vous pouvez former les Yoms Vikings, etc. Vous avez plein de choses. Ensuite, on passe à l'onglet des factions. Alors, vu qu'on est duc, je crois qu'on a un seul vassal. On risque rien. Les factions, ce sont des prétendants qui vont soit vouloir détruire votre titre pour devenir indépendant, soit installer un roi à votre place, soit prendre leur indépendance de votre royauté, ne plus vouloir vous obéir, et ce genre de, soit des paysans qui vont vouloir imposer leur culture ou supprimer la vôtre de leur comté parce que vous n'êtes pas de leur culture ni de leur religion, ce qui va beaucoup déranger les populations. Et ce genre de choses, ce sont des factions toujours très très difficiles à contrer si vous n'êtes pas préparé, donc il faut être prêt à toutes les éventualités. Ensuite vous avez l'intrigue. Donc là c'est vos complots, donc les complots, si on regarde par exemple sur lui, les complots ça va être tout ce qui a une petite fleur ou une épée. Donc là on peut l'influencer, c'est très facile, vous voyez, hop, complot personnel, très facile. Et ici vous avez l'assassinat qui est très difficile, parce qu'on n'a pas les compétences requises. On n'est pas fort en intrigue, vous voyez, on a 3 de points en intrigue, le niveau est exécrable. Je reviendrai après sur le personnage pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut voir, je finirai par ça. Et ensuite vous avez la liste de vos complots, donc les complots hostiles c'est l'assassinat en général, hein. Le complot personnel ça va être l'influence, le fait d'apprendre une langue, etc. Et sinon vous avez les complots de secrets découverts, donc ce sont les complots qui sont dirigés contre vous, ou vos proches, ou votre cour. Et ici vous avez les hameçons contre les... Donc là il va y avoir une liste de personnages qui va apparaître, contre qui vous avez des hameçons, donc c'est pour faire du chantage en gros. Hein. Vous avez les secrets de votre cour, et vous avez les gens qui ont des hameçons contre vous, et les secrets que vous gardez bien de chaud, à l'abri de toutes les mauvaises
personne qui pourrait vous faire chuter en vous faisant chanter avec. Et enfin, tout en haut, vous avez les différentes manières de contrer les complots hostiles. Alors, vous commencez avec aucune contre-mesure, donc il n'y a aucun bonus, aucun malus, et si vous en prenez une, vous avez des bonus contre les complots ennemis, mais aussi des malus, qui sont toujours terribles. Donc ça peut vous aider si vous vous sentez en danger, par exemple vous prenez la garde doublée, et là l'assassinat est quasi impossible. Ensuite vous avez les courtisans. Alors les courtisans, non c'est, oui c'est la cour en fait. Hein. Donc là vous avez la liste de vos courtisans. Vous avez encore la possibilité d'inviter des chevaliers et d'inviter des prétendants. Vous pouvez trier vos courtisans selon leurs capacités. Vous avez leur foi, leur culture, leurs traits, leur dynastie. Ici c'est un roturier, donc ce monsieur n'a aucune dynastie, il n'a aucun titre de noblesse. Et ici il y a des gens de la famille. Maison Brienne, etc., etc. Ça ce sont des gens de ma famille. Donc on n'a que des gens de ma famille dans ma cour. Vous avez ici la prison. Donc quand vous allez gagner une guerre, vous allez faire des prisonniers. Quand vous combattez une armée et que vous gagnez, vous allez faire certains prisonniers, souvent des chevaliers, des fois même des nobles qui possèdent des titres, donc des ducs, etc. Donc c'est très très utile après de gagner la guerre. C'est très facile parce que vous avez les ennemis dans votre prison. Et ensuite vous avez les postes. Alors là, les postes de la cour, c'est très important. Vous en avez plusieurs, on retrouve le médecin et le maître caravanier. On a l'antiquaire que je vous avais présenté au début ici dans l'inventaire. Et vous pouvez recruter des gens. Donc vous avez accès à la compétence de vos courtisans. Ici, il n'y a aucun médecin, ils sont tous nuls. Et vous avez ensuite, si vous avez un médecin, je vais regarder si je peux pas quand même recruter quelqu'un pour vous montrer. Voilà. Si je recrute un professeur de la cour, vous voyez ici, voilà, ici sa compétence est bonne. Voilà, on a des bonus qui apparaissent avec ça. Et ici on a le salaire, donc là c'est 0,33 pièces d'or et 0,25 en gloire. Je lui paye ça tous les mois. Vous pouvez choisir entre 3 compétences, donc c'est soit faire de la recherche, donc là ça va nous donner plus de rapidité pour notre mode de vie, ça va nous permettre d'aller plus vite, c'est le même ici pour le médecin. Vous pouvez soit enseigner à la cour, soit faire de la recherche, soit enseigner les enfants. Et enseigner les enfants, c'est très utile quand votre professeur est excellent. Quand il est bon, c'est utile, mais pas forcément. Quand il est excellent, c'est vraiment excellent. Donc voilà, on peut choisir. Donc lui, je vais pas le garder, tant pis. Ça me coûte 200 pour le virer, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et on peut retrouver cet onglet ici, recruter un poste à la cour. Ensuite, vous avez le conseil, c'est extrêmement important. Donc dans cet encadré ici, on a le conjoint ou la conjointe. C'est votre compagnon ou votre compagne. Donc là, je ne suis pas marié. Donc je n'ai pas de compagne ici qui m'aide dans mes tâches à la cour et au conseil. Ça viendra après. On a l'évêque qu'on ne peut pas changer parce que notre foi ne nous le permet pas. On a sa compétence ici qui est 4, donc c'est un mauvais évêque, hein, il est nul. Et on a des compétences ici. Donc les compétences par défaut, ce sont toujours celles qui sont tout en bas, qui sont celles de tous vos conseillers par défaut. Donc ici, c'est améliorer les relations religieuses, et on voit l'effet que ça donne. Donc piété plus 0,2. Aptitude en érudition, on voit pourquoi ça le fait, parce que notre cher évêque est nul. Donc on gagne très très peu. Et on a l'augmentation des dirigeants insularistes, qui augmentent, leur opinion augmente envers nous grâce à cet évêque, mais vu que cet évêque est très mauvais, c'est extrêmement faible. Ça augmente de 0,08 par mois jusqu'à plus 2. Donc en fait ça ne sert presque à rien. On peut aussi, là on ne peut pas parce que notre territoire est entièrement insulariste, mais on peut convertir les comtés qui ne sont pas de notre foi. Et enfin on peut fabriquer une revendication ici. Donc si je clique sur Desmond, je vais revendiquer personnellement le titre. Donc je pourrais, si je déclare la guerre, déclarer la guerre en invoquant le fait que je revendique, avec une légitimité construite, le territoire que je veux posséder. Donc ça c'est l'évêque. Le chancelier, c'est le diplomate. Donc on peut soit choisir de gérer les affaires étrangères, avec un tas de bonus. Donc ça c'est quand vous voulez vous faire bien voir des autres dirigeants en dehors de votre pays. Moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est gérer les affaires intérieures. Ça augmente l'opinion des vassaux et de l'ensemble des personnages de ma cour envers moi. Donc c'est extrêmement utile pour maintenir une forme de stabilité dans votre pays si votre chancelier est très très bon. Et là il est très bon, hein, 17 points, il est excellent. Et on peut le changer, on peut changer tous les conseillers. Donc si on clique ici une fois, vous pouvez voir que ça montre celui qui a le moins, et ici celui qui a le plus. Ça nous permet de filtrer les personnages. Donc là lui c'est le meilleur, on va pas le changer. Ensuite vous avez l'intendant.
Donc, et encore une fois, vous pouvez voir un petit peu qui sont les gens. Hein. Voilà, là, hop, voilà. Et là, on voit la petite goutte de sang vert, ça veut dire que c'est un membre de ma dynastie, et effectivement, on le voit ici. Alors, attendez, hop, j'attends que ça s'affiche, voilà. C'est mon cousin, mon chancelier, et c'est aussi un chevalier dans mon armée. Si on regarde ici, on le retrouve là. Donc voilà, ensuite l'intendant c'est celui qui va gérer nos finances. Donc là par défaut on a la collecte des impôts, donc on gagne 5% plus d'argent ici. On peut aussi choisir d'augmenter le développement comptable, donc le développement comptable ça limite le temps de construction des bâtiments et je crois que ça permet aussi d'augmenter les revenus à un certain pourcentage. Plus il y a de développement, plus ça rapporte. Vous pouvez aussi promouvoir votre culture, donc là on ne peut pas parce que notre territoire est entièrement irlandais, mais si je vais par exemple envahir l'Angleterre, je vais me confronter à la culture anglo-saxonne qui domine ici, même s'il y a ici la culture cornouaillaise, et bien si je vais dominer cet endroit, on peut le voir ici par exemple, la culture est nordique hachurée en vert parce que quelqu'un est ici irlandais. Ce monsieur est irlandais, mais le peuple est nordique. Donc, si ça avait été moi, j'aurais pu choisir de promouvoir ma culture et donc de convertir la population à ma culture. Et sinon, je peux promouvoir l'acceptation culturelle, donc là, ça ne convertit pas les gens à ma culture, mais ça fait en sorte que les populations qui ne sont pas de ma culture me voient mieux dans le comté où je déploie cette promotion. C'est très utile. Et enfin, vous avez convaincre le territoire de jure. Donc là, je crois que c'est pour intégrer à votre titre principal le comté ou le duché que vous allez sélectionner. Donc c'est extrêmement long, hein, ça met plusieurs années. Hein. D'ailleurs, on va regarder si on ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver mieux. Et donc ce monsieur est un vassal puissant parce qu'il a un petit point orange. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est un vassal puissant sans être non plus un vassal très puissant. Les vassaux très puissants ont un point rouge. Ensuite le maréchal. Le maréchal c'est le chef de l'armée. Sa compétence est bonne, martialité 13, on peut regarder. Hop, on a trouvé mieux. Ce que je vous conseille c'est toujours mettre les meilleurs hein, dans votre conseil. Hein. Donc lui il a 15, il est toujours bon mais il est un peu meilleur. Par défaut, il limite la maintenance de notre armée, donc l'entretien fait avec notre argent. Mais on peut aussi choisir de former nos commandants. Donc là, les chevaliers l'efficacité des chevaliers augmente de 1% par mois jusqu'à 15%, ainsi que les dégâts et la résistance de nos hommes d'armes. Les hommes d'armes, ils sont ici, je vous en parlerai juste après. On peut aussi choisir d'augmenter le contrôle comptable. Alors le contrôle, c'est le contrôle de la foule. Ça augmente les revenus, mais ça augmente aussi la colère de la population. Plus le contrôle est haut, plus la population produit, mais moins elle est contente. Et il y a un risque, si le contrôle est trop haut, que des paysans se rassemblent pour vous faire la guerre, ou en tout cas avant vous demander de réduire le contrôle comptable. Et si vous en arrivez à ce point, c'est très mauvais, parce qu'en général, vous avez le choix entre massacrer tout le monde, auquel cas il n'y a plus personne, donc c'est très compliqué de faire revenir l'économie, même si ça arrive vite, hein, c'est pas non plus un truc de... C'est pas définitif, mais c'est compliqué. Et surtout la population vous verra très mal. Soit vous avez le choix de leur donner raison et d'augmenter le contrôle drastiquement, enfin de le diminuer drastiquement, augmentant la corruption, vous faisant perdre de l'argent et augmentant les pillages, etc. Donc là c'est terrible. Et enfin vous avez le maître espion. Et le maître espion c'est celui qui va gérer les intrigues. Donc par défaut, il est là pour interrompre les complots ennemis à votre cour. Et on voit ici tout un tas de bonus. Vous pouvez aussi choisir de soutenir les complots. Donc les complots de votre cour seront soutenus et auront des bonus. Donc ici bonus de durée, bonus de probabilité de réussite, etc. etc. Ou sinon vous pouvez choisir enfin de chercher des secrets dans vos courtisans et vos vassaux afin de les faire chanter et d'obtenir des hameçons. Je termine ici en vous montrant encore une fois la petite goutte. C'est mon fils. Il est de ma dynastie mais lui c'est vraiment de ma famille directe. Et c'est aussi mon héritier parce qu'il a une petite couronne argentée. Et ici vous avez membre de la dynastie, mais il n'est pas lié directement à ma famille. Voilà. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire ici, si le petit pouce est vert, ça veut dire que notre prêtre nous approuve et donc les relations se passent bien avec le clergé dans notre pays. Et on a un petit bonus d'argent et de levée de troupes. C'est extrêmement faible, c'est 43 sur 950, mais voilà. Et voilà, ici on a un conjoint. On a ici le conjoint qui apparaît, qui nous aide globalement avec l'ensemble de nos modes de vie. Et on peut choisir de se concentrer sur un seul mode de vie avec le conjoint, où il nous donnera un bonus assez gros pour un seul mode de vie. Et on peut choisir de l'enlever à tout moment et de choisir un autre bonus. Ensuite, vous avez l'armée. Donc l'armée,
vous avez ici les soldats que vous avez en tout. Donc c'est à la fois les levées, qui sont des troupes régulières, qui sont souvent des paysans qui sont très faibles. C'est le gros de notre armée, c'est un petit peu de la chair à canon. Et vous avez les chevaliers. Alors les chevaliers rapportent de l'efficacité, vous voyez ici. Voilà. Et les chevaliers sont vraiment des experts du combat qui viennent combattre les chevaliers ennemis et faire beaucoup de dégâts aux troupes ennemies, surtout au lever. Donc on en a 4 sur 4. Ça peut augmenter avec le temps. On peut en recruter directement. On peut voir où est-ce qu'ils sont, qui ils sont, etc. Là par exemple, on voit que notre neveu est bisexuel. Voilà. Petit fun fact. Et ensuite vous avez les hommes d'armes. Donc là on peut en avoir 5. On en a que 2. Et on a de la piétaille, donc c'est vraiment de l'infanterie de corps à corps basique légère, et des mangonaux. Les mangonaux, ce sont les engins de siège qui nous permettent d'accélérer le siège de certaines villes fortifiées. Et vous avez ici créé un régiment d'hommes d'armes, et vous pouvez voir l'ensemble des régiments que vous pouvez créer, sachant que la piétaille en armure, c'est un petit peu l'infanterie lourde, et elle est très utile en combat contre les levées et contre les piquiers. Ça n'affiche pas contre les levées, parce que les levées c'est évident, mais ça sert à contrer les piquets. Les piquets qui sont des unités d'infanterie qui servent à contrecarrer la cavalerie. La cavalerie qui sert à contrer les archers, etc. etc. Bref, il faut savoir équilibrer vos armées si vous voulez gagner. D'ailleurs, on va sûrement... non, je sais pas, on va laisser comme ça pour l'instant. Et vous avez ici le bouton tout lever qui permet de lever toutes vos troupes en même temps. Et vous voyez ici, je vais en profiter. Donc là, on a marqué le nombre de temps qu'il nous reste pour lever l'armée. Hop, je lance le jeu, voilà. Donc là, l'encadré est nouveau. On a ici l'attrition. Plus l'attrition est grande, plus vous perdez de troupes par mois dans le pays ennemi. Donc c'est toujours le pays ennemi, hein. C'est pas le pays, si je vais ici sans être en guerre, je ne perds pas d'attrition. Enfin, je n'augmente pas mon attrition, je ne perds pas de troupes. Si vous allez ici, vous avez les provisions. Donc les provisions, c'est le temps un petit peu qu'il vous reste en territoire ennemi avant que vos troupes ne meurent de faim. Et donc que l'attrition n'augmente tous les mois. Ensuite, vous avez la taille de votre armée, donc 413 soldats. Donc il nous en manque la moitié, hein. On voit que la qualité est décente, c'est le niveau de base, hein, c'est le niveau 1. Enfin, c'est deux petits logos, mais c'est niveau 1. Il y a 3 niveaux. Il y a la qualité argentée qui est la qualité bonne, et la qualité excellente d'élite qui est la qualité en or. Et on a ici le détail de notre armée. Donc on a 3 chevaliers, 400 escarmoucheurs et 10 engins de siège. Mais alors j'ai cliqué ici, sur tout lever les hommes d'armes. Si j'avais cliqué ici, ça lève en plus, hop, les levées. Donc on a les mêmes onglets. Et là on a nos 2 armées qu'on peut rassembler. Et on a ici le détail total de l'armée. Voilà, l'armée est fusionnée. Donc on a ici le fait de pouvoir disperser l'armée, le petit bouton qui est très utile. On a ici le détachement des soldats embauchés et les soldats spéciaux, donc c'est lié aux mercenaires que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez ici scinder l'armée en 2, ce qui vous fera 2 armées. Et vous pouvez ici séparer une nouvelle armée et choisir exactement ce que vous voulez enlever, avec qui, etc. Ensuite vous avez attaché l'armée, donc ça marche quand vous avez... Oups. Non, c'est pas comme ça. C'est quand vous avez une autre armée à proximité que vous pouvez rattacher, etc. Ici vous avez le nom de votre armée, donc là c'est la deuxième alors qu'elle est seule, mais c'est parce qu'on a divisé en 2. On a le chevalier qui commande l'armée, donc vous pouvez choisir ici avec les petites flèches de voir la liste des commandants qui peuvent dominer et commander votre armée. Ici c'est 19 en avantage de commandement, ça veut dire que c'est le meilleur commandant, on n'a pas mieux. Et on le voit ici, aptitude de commandement. Si on fait avec les traits, ça change. Les traits, ce sont ces choses-là. Donc lui, il est ingénieur militaire, donc la phase de siège dure 10% moins longtemps. Donc c'est très utile. On a aussi le rang. Donc là, c'est moi, c'est l'empereur, le duc. On a l'âge, la l'éducation, etc. Donc là, ça va être surtout les plus jeunes. Et là, on a l'opinion envers moi. Donc le plus utile, c'est toujours de prendre celui qui a la meilleure aptitude de commandement, parce qu'en général, il a toujours 2 bons traits, qui vont avec. Donc c'est toujours très utile.
Et on peut choisir de retirer le commandant de notre armée. Donc ça ne le faites pas, hein, ça sert à rien. Ensuite on voit un petit peu où il vit, c'est-à-dire que ce monsieur, notre commandant, a cette baronnie, ce comté, et c'est notre vassal tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là on a le trait, hein, comme je vous ai montré. Le trait peut augmenter, c'est-à-dire que plus vous allez assiéger, si vous avez le trait ingénieur militaire, plus ça va augmenter, plus les bonus sont efficaces. Donc on va dissoudre l'armée. D'ailleurs l'armée se dissout aussi par ce gros bouton, disperser tout, et hop, vous dispersez votre armée. Je finis d'abord, avant de passer aux mercenaires avec ça, ce bouton, le point de ralliement. Donc c'est là où vous allez faire vos ralliements, vous pouvez en choisir plusieurs. Ça va pas être utile. Mais voilà, et on peut les supprimer évidemment. On peut pas supprimer le seul qui reste parce que sinon ça viendrait à supprimer le ralliement de votre armée, ce qui n'est pas utile. Donc on peut voir que localement on a 543 levés, qu'on peut lever uniquement, donc c'est toute l'armée qui se lève, qu'on peut disperser. La qualité est faible, la qualité des levées est extrêmement faible. Et on voit la liste de notre armée totale. Et on peut déplacer le point partout sur notre territoire, sauf s'il y a une armée ennemie qui est dessus, évidemment. Sinon on ne peut pas faire apparaître notre armée. Ensuite on a la case des mercenaires. Alors les mercenaires, ce sont des gens que vous allez payer pour vous battre, ça coûte extrêmement cher. Le paiement se fait en une fois. Vous allez payer et vous avez une durée de contrat. Donc quand vous êtes en galère et que vous avez beaucoup d'argent, vous payez une armée d'à peu près 1000 personnes. Donc là ici celle-là pour 405. Et vous avez une grosse armée qui apparaît, en général elle est d'élite. Donc là des vétérans Vareg, c'est une infanterie lourde extrêmement efficace. Et vous pouvez aussi avoir des mercenaires spéciaux. Donc là on n'en a pas parce qu'il faut des aventuriers dans notre pays. Et nous on a un tout petit pays, il n'y a pas d'aventuriers, il n'y a pas de vagabonds. Et sinon on a les ordres religieux qui ne sont pas encore existants pour notre foi parce que aucun dirigeant de la foi insulaire n'a créé d'ordre religieux insulariste. Donc ce sont par exemple pour les catholiques les croisés, les templiers, etc. Ce sont des ordres religieux. Et ensuite on passe au dernier onglet, le pays. Alors le pays c'est le plus impressionnant mais aussi le plus simple à comprendre. C'est ce qui récapitule votre pays en fait. Donc là vous avez vos propriétés. Vous pouvez voir où vous pouvez construire une propriété. Voilà. Vous avez le choix entre château, cité et temple. Le temple c'est surtout pour les prêtres, ça vous devez les donner aux prêtres. Les cités ça augmente vos revenus et les châteaux ça augmente votre fortification. Je grossis le trait parce qu'en fait toutes les propriétés peuvent faire ces trois choses, mais les unes sont plus appropriées que les autres. Et vous voyez le contrôle de la population, etc. Donc le contrôle est à 100%, donc il y a un risque que les paysans soient de mauvaise humeur, mais vu qu'on a un petit pays et qu'on n'est pas en temps de guerre, etc., ça ne pose pas de problème. Et on a aussi le développement, donc là développement 6 et 6, donc c'est un bon développement. On a des informations ici, donc notre pays fait 3 comtés, on a un ici, avec ses propriétés, un ici avec ses propriétés, et notre vassal ici avec ses propriétés. Nous sommes donc avec une autorité de la couronne basse, ou quasi inexistante. Les vassaux sont autonomes, donc on ne peut pas leur donner d'ordre. Et en même temps, ça leur donne des bonus d'opinion envers nous. Nous sommes une féodalité, donc nous pouvons créer des branches cadettes pour notre maison. C'est un gouvernement qui se distingue du tribalisme, dans lequel on a des contrats vassaliques, tout simplement. Et on n'a pas de partage de pouvoir. Ici, on voit le partage de la régence. Donc là, la régence, on en a besoin quand on est en fin de vie ou quand on est un enfant. Donc le régent, c'est celui qui va diriger à notre place. Et il faut faire attention avec l'équilibre du pouvoir, parce que plus son pouvoir est grand, plus son envie de nous renverser est grande. On voit ici les gens qui nous soutiennent ou non en cas de régence. Si jamais mon fils devient mon régent, on a 2 personnes qui me soutiennent, et 2 personnes qui ne me soutiennent pas. Parce que ces personnes sont ambitieuses, tout simplement. Alors qu'ici, on a un personnage qui est honnête et paresseux, et ici un personnage qui est lâche. Donc mes soutiens sont des gros lâches, c'est super, j'aime mes vassaux. Et on a ici 3 opportunités qui se présentent à nous quand on est sous régence. On peut demander à notre régent de remplir nos coffres, donc on gagne plus d'argent, de gonfler nos rangs, donc on gagne des bonus pour notre armée, ou alors de promouvoir notre autorité,
Donc on a moins de vassaux qui vont dans les factions pour nous faire chuter et notre autorité augmente. Ensuite on a les sujets, donc là on a la liste de nos vassaux, on n'en a qu'un, donc on voit comme je vous ai dit, hein, ça rapporte encore une fois tout le personnage, ça nous montre qu'il fait partie d'une minorité, ça nous montre qu'il est puissant, ça nous montre que son pays fait 1 en taille, c'est un pays féodal et voici ce qu'il nous rapporte en levée et en argent. Et on voit ici son rôle, c'est mon intendant, mon vassal et mon chevalier. Ensuite on a l'opinion des vassaux est de plus 12. Donc ça veut dire qu'ici, on a un bonus. Hop, j'attends que ça s'ouvre. Hop. Un bonus personnel de plus 12 grâce à notre talent en diplomatie. Donc voilà, donc on a un seul vassal minoritaire, on a un seul vassal sur 20 parce qu'on a une limite de vassaux. Si on dépasse cette limite, on a de gros malus sur l'imposition des vassaux et on finit par ne plus gagner d'argent et on finit en banqueroute et c'est très très mal. Et on a notre redoutabilité, donc ça, j'y reviendrai en vous présentant le portrait du personnage et tout ce qu'on peut y voir. C'est aussi très important. Ensuite, on a les lois. Donc les lois, c'est pas compliqué. Ça va être les lois de succession et les lois sur le sexe. Donc les lois de succession, on est en partition confédérée. Donc c'est-à-dire que... Oups, alors, j'ai un fils. Si je me marie et que j'ai un autre fils, il y aura un partage entre le duché et les deux comtés qui font partie du duché, entre les deux héritiers. Mon héritier principal obtiendra plus de titres que les autres enfants de ma dynastie qui sont des fils, mais n'obtiendra pas tout. Ça va être partagé. Et donc on peut augmenter ici l'autorité de la couronne, qui nous donne des malus d'opinion, mais des bonus militaires et économiques, et qui nous permettent aussi de donner des ordres à nos vassaux de plus en plus importants, et de plus en plus contraignants pour eux. Et enfin, on a la loi selon le sexe, donc on préfère pour nos héritiers les hommes. Mais si jamais il n'y a pas de fils, si j'avais eu une fille et pas de fils, ma fille aurait été mon héritière et aurait hérité de mon royaume. Et s'il y avait eu plusieurs filles, mes titres se seraient partagés entre elles. Tout simplement. Et ensuite on a la succession, donc ça je vous ai montré, donc là on a la liste de mes enfants, donc on en a un, c'est mon héritier, et on voit que les vassaux qui sont courtois, avides de gloire et propriétaires fonciers aiment mon héritier. Donc mon héritier sera accepté par ses vassaux. Mais si jamais il y a des vassaux fanatiques, il est possible que ces vassaux rentrent en guerre une fois qu'il devient le chef de mon pays, par une faction d'indépendance ou de prétendants, ou de dissolution du titre, pour me faire chuter, enfin faire chuter mon fils que je jouerai du coup. Voilà, ensuite on a l'onglet ici, donc on a un tableau qui vous permet d'accéder rapidement à l'ensemble de votre territoire, donc les propriétés avec ce que ça vous rapporte et le nombre de soldats qui sont levés dans ces propriétés. Vous avez l'armée et les personnages épinglés, donc on n'a pas d'armée levée et pas de personnages épinglés, donc il n'y a rien, c'est normal. Ensuite on a les domaines, donc le domaine ce sont vos propriétés. Donc comme je vous ai montré ici, on en a deux. On a Taumonde, qui est notre capitale, avec 4 propriétés dedans. Donc notre capitale est une propriété, et on a 3 sous-propriétés dedans. Et on a Ennis, avec notre propriété principale, avec une sous-propriété vide qui n'est pas construite. Qu'on peut construire si on a assez d'argent. Donc voilà, donc si on dépasse 4 propriétés principales, donc là on en a déjà 2 ici, on les voit parce qu'il y a un bandeau bleu dessus. Si on dépasse ces 4 propriétés, on a un malus d'imposition sur toutes nos propriétés, et surtout, on a l'opinion de nos vassaux qui va chuter rapidement au fil du temps pour qu'on ait moins de propriétés. Ensuite, en haut, on a un rappel de notre armée, donc on voit tout ce qu'il y a dedans, etc. On a ici la renommée. La renommée, c'est ce qui nous permet de faire connaître notre famille, notre dynastie. Donc il y a des niveaux, pour l'instant on est insignifiant, et on voit que ça donne ce bonus en cas de mariage, et ce bonus en cas de long règne. Le long règne, c'est le règne sur le long terme, tout simplement. Si on passe en dynastie notable, le bonus de mariage augmente, et le bonus de long règne augmente, et on a aussi nos enfants qui naissent avec 300 gloires par défaut, donc ça c'est extrêmement utile, ça fait gagner une longueur d'avance. Et j'ai oublié de préciser, mais alors si vous allez ici, vous pouvez voir les héritages. Donc l'onglet des héritages se gagne par la renommée. Quand on atteint 250 en renommée ici,
Donc ça augmente avec le temps, hein. C'est-à-dire que plus on a de renommée, plus il en faut pour augmenter les héritages. Enfin, plus on prend d'héritage, plus il en faut pour en avoir d'autres. Et on a accès à plein d'onglets. Donc on peut avoir de la parenté, ça va être pour avoir des enfants, etc. De la gloire, ça va être pour nos vassaux et l'entretien de nos troupes. De l'érudition, donc là ça va être pour la cour, etc. Nos courtisans, la foi, etc. Le sang, ça va être pour les traits de notre famille, donc les bons traits que nous avons. Si on est brave, par exemple, il y a une chance que notre famille, nos enfants soient braves eux aussi. Et ça diminue le risque des mauvais traits. Si on est malade, on a moins de chances de transmettre le trait si on arrive à lignée résiliente, par exemple. Et on a plein de choses qui... Voilà. On a la ruse, ça c'est pour tous nos complots. La loi, c'est pour notre territoire, nos vassaux, le contrôle. La guerre, c'est pour l'armée, tout simplement. Et les coutumes, c'est pour la culture et l'acceptation culturelle avec d'autres personnes. Ensuite, vous avez la piété. La piété, c'est pas compliqué, c'est le score de piété. Donc comment dire, sur la feuille de votre personnage, c'est tout simplement votre taux de foi, c'est la foi que vous avez, donc plus c'est haut, plus vous êtes bien vu, donc c'est l'opinion du clergé qui augmente, tout simplement. Là on est dévoué, donc on n'a pas d'effet. Et le niveau suivant est fidèle, et on a plus 5 pour toutes les personnes du clergé uniquement qui ont la même foi que nous, la foi insulariste. Et cette piété augmente, et on voit pourquoi elle augmente. Donc on a une vertu, hop, j'ai pas, hop. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la vertu, quand vous en avez, elle vous donne un bonus de piété. Donc là, heureusement qu'on est vertueux, parce qu'on est tempéré, parce que sinon, on serait à moins 0,06 en piété par mois, ce qui n'est pas bon du tout. Et la piété, vous en gagnez, par exemple, si je combats des musulmans, puisque je considère leur foi comme hostile à la mienne qui est chrétienne. Si je combats des musulmans et que je gagne une victoire militaire sur le champ de bataille sans gagner une guerre tout de suite, hein, si je gagne une victoire militaire, je gagne de la piété pour chaque victoire que j'ai, et ça augmente très très vite. Je peux aussi en gagner si je les exécute. Si j'exécute les prisonniers musulmans, selon les traits que j'ai, je peux gagner de la foi. Ensuite, vous avez le prestige. Alors le prestige, c'est la gloire, tout simplement, votre gloire. Donc là, nous sommes établis, donc on a plus 10% en capacité de troupeau, mais nous, on n'a pas de troupeau parce que ça ne nous concerne pas. Si on devient célèbre, on a plus un chevalier, et les laïcs. Donc c'est l'ensemble de nos courtisans, sujets, personnages, en dehors du pays, dans notre pays, etc., qui vont nous voir un petit peu mieux, plus 5. Voilà. Et ce prestige se gagne en gagnant des territoires et en détenant des titres. Plus on a de titres prestigieux, plus la gloire augmente. Donc si je deviens roi d'Irlande, ici la gloire sera plus élevée. On voit ici comment on en gagne. Je suis chef de la maison, chef dynastique, je contiens 2 comtés dans mon pays, j'ai un seul duché, et j'ai les affaires étrangères qui m'aident, etc. L'intérêt majesté qu'on a choisi en début de partie m'aide à gagner plus 1, etc., etc. Et ensuite, vous avez le revenu de votre pays. Donc là, c'est domaine, donc vos revenus mensuels liés directement à vos domaines personnels. Vous avez l'impôt des vassaux. Donc j'ai un seul vassal qui me rapporte ça, mais on l'a vu tout à l'heure dans l'onglet ici des sujets. Hop, il me rapporte 0,3 et ça nous est rappelé ici. Et on a les propriétés religieuses qui appartiennent au clergé, qui nous rapportent aussi 0,1. Donc ça fait un total de 3,9, auquel se soustrait 0,7 d'entretien de troupes, qu'on voit marqué ici. Les hommes d'armes nous coûtent 0,7. Parce que les hommes d'armes ne sont pas gratuits. Les levées sont gratuites quand elles sont complètes, mais les hommes d'armes ne le sont jamais parce qu'il faut les entretenir. Voilà, ensuite on a ici la situation, donc là on a plein de choses, je vais vous montrer un petit peu en jouant comment ça se passe. Et on a ici les notifications importantes qui apparaissent. On finit le tuto par le personnage, hein, l'ensemble du tableau du personnage. Et ensuite on terminera le tuto ici. Et je lancerai l'épisode 2 pour jouer, tout simplement, faire une petite heure de jeu avec ce dirigeant. Donc ici on a notre personnage, ici on a notre conjoint qui n'apparaît pas, mais on va se marier juste après. Ici on a notre héritier du joueur, donc c'est pas forcément quelqu'un de notre famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Si certaines circonstances sont remplies, ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre famille. Ça arrive souvent dans l'Empire romain d'Orient. Le principal héritier ici, on le voit, c'est le maître espion de l'empereur, c'est pas du tout l'un de ses enfants. Et pourtant il a des enfants, mais ce ne sont pas ses enfants parce qu'ils n'ont pas l'âge. Voilà, ce monsieur là, ce jeune homme a 16 ans, donc il n'a pas l'âge. Il faut avoir, je crois, 18 ans ou 17 ans dans l'Empire romain d'Orient pour être considéré comme l'empereur, enfin l'héritier. Et surtout, il faut que les vassaux, parce que là il y a 41 vassaux,
faut que les sujets de l'empereur décident que c'est lui l'héritier. Parce que dans l'Empire romain, c'est différent. Mais ici, c'est décidé, c'est le fils qui est héritier, parce qu'on est en partition confédérée, selon la loi que nous avons. C'est pas ça, c'est dans la culture. Non, c'est là, pas, non, je suis bête, c'est ça, voilà. Héritier désigné. C'est lui, notre héritier. Bref, on revient à ça. Donc là, voilà. Donc là, on a notre niveau de stress qu'on avait vu tout à l'heure ici, donc là, c'est pas important. On a la possibilité de changer un peu notre perso. Donc là, je peux choisir la couleur des cheveux, etc. On va lui faire des cheveux blancs, parce qu'il se fait vieux. Hop, et je peux modifier, et voilà, j'ai les cheveux blancs. Donc on peut modifier l'apparence, etc. Hein. Mais ça, c'est pas important. Ensuite, on a les souvenirs du personnage. Donc là, il s'est encore rien passé parce qu'on n'a pas joué, tout simplement. Mais ici, on aura l'ensemble de l'histoire de notre personnage qui va s'écrire au fur et à mesure qu'on joue. Et on peut copier cette histoire dans notre presse-papier, etc. Donc ça, c'est voilà. Et on peut épingler le personnage. Ensuite, on a le mode de vie. Donc c'est ça. Donc on l'a déjà ici. Donc pas besoin de le recliquer là-haut. Et on a l'inventaire qui réapparaît rapidement ici. On a ici notre nom et notre titre, avec notre localisation, notre âge et notre santé. La santé, elle varie beaucoup au cours du jeu, et plus on vieillit, moins elle est bonne et moins on a de bonus. Ensuite ici, on a nos traits de personnalité. Donc là, on est tempéré, c'est vertueux, ça donne des bonus, comme on le voit ici. On est sociable, ça donne des bonus. Et on est impatient, ça donne des bonus et des malus. Ici, on a notre trait d'éducation, dont on a déjà parlé tout à l'heure. On a notre trait de mode de vie, qu'on a déjà vu tout à l'heure ici. On est patriarche, et on a ici un trait de commandement militaire qui nous donne des bonus qui sont liés à ce commandement, et plus on combattra dans les collines, les montagnes et les marécages, plus le trait va augmenter et donner des bonus. Ici on a l'ensemble de nos atouts selon nos 5 modes de vie différents. Donc on voit qu'on est très fort en diplomatie, assez bon en martialité et le reste est assez mauvais. Et on a 13 de prouesse, donc sur le champ de bataille on est assez bon. Et en duel aussi. On a ici notre foi. Elle est rappelée ici. Si on clique, on la voit. On a notre culture en dessous. Si on clique, on la voit. Et on a ensuite ici des bonus. Donc là, on a fondation solide. Rien n'enseigne autant sur la vie qu'élever un enfant. Diplomatie, plus 1. Donc là, ce sont des bonus et des malus qui vont apparaître au cours du temps selon vos choix dans le jeu, etc. par rapport à des événements qui vont arriver comme ça de manière aléatoire. Vous avez ensuite le nom de votre maison avec son blason. Si vous cliquez, vous voyez votre dynastie. Et vous avez ici un petit logo qui vous dit que vous êtes le chef de la dynastie. En dessous, vous avez votre économie, votre prestige, votre piété, votre légitimité dont on a déjà parlé, la redoutabilité. Donc la redoutabilité, plus elle est élevée, moins les vassaux seront enclins à vous embêter. Quand vous êtes redoutable, les vassaux sont soit apeurés, c'est le stade moyen, soit terrifiés, c'est le stade où ils ne tentent rien contre vous, aucun complot, aucune faction pour vous faire du mal, et ils ne refusent presque jamais vos directives s'ils sont terrifiés. Mais plus un vassal est puissant, moins il est impressionné par votre redoutabilité. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas trop jouer avec ça, parce qu'en général, le peuple voit très très mal le fait que vous soyez redoutable, il n'accepte pas les tyrans. Et ensuite vous avez votre armée. Ensuite vous avez votre titre principal, petit royaume de Münster, avec ici un moyen de le localiser, et de voir ce qu'il y a dans ce pays qui est le vôtre. Voilà. Avec ici toujours le royaume de Jure qui apparaît ici. Donc vous avez un rappel, vous êtes féodal, etc. Vous avez 2 domaines, vous avez 3 titres. Le titre de Petit Royaume de Münster et les 2 comtés que vous avez dedans. Et vous avez une revendication sur le Royaume d'Irlande. Donc là, si vous... Imaginons que l'un de ces petits comtes, voire ce duc ici, arrive à fédérer tout le monde et à dominer tout le monde et à créer le Royaume d'Irlande. Si vous lui déclarez la guerre, vous pourrez déclarer la guerre sur l'ensemble de son territoire pour tout prendre en tant que revendication du Royaume d'Irlande. Mais on voit que la revendication est fragile. Donc si elle n'est pas forte, vous ne pouvez pas transmettre votre revendication et vous ne pouvez pas non plus faire de faction pour cette revendication. Parce que la revendication est trop fragile, il faut une vraie revendication. Ensuite en dessous vous avez votre famille, vos parents, vos grands-parents et les conjoints secondaires qui apparaissent selon votre culture. Hein. Les catholiques n'ont pas de conjoints secondaires par exemple. Vous avez vos enfants, vos frères et sœurs. Donc là c'est votre famille tout simplement, et vos conjoints.
Dans relation, vous avez vos pupilles, ce sont vos élèves, les enfants que vous allez élever, vos amants, si vous en avez, vous faites bien ce que vous voulez. Vous avez vos amis, donc ça c'est utile d'avoir des amis, ça fait de bonnes alliances, mais s'ils meurent, ça fait du stress, donc c'est très embêtant. Et vous avez vos rivaux qui sont là pour vous déclarer la guerre et vous mettre des bâtons dans les roues. Et qui apparaissent quand vous prenez un titre revendiqué par une personne, cette personne pourrait devenir votre rival parce qu'elle revendique votre titre. Ensuite, vous avez la liste de vos courtisans qu'on a déjà vu tout à l'heure et la liste de vos vassaux. Et ici, on nous dit que le vassal est puissant. Donc voilà, on a fini le tutoriel. On a évidemment ici la barre du temps, hein. On peut choisir vitesse 1, c'est vitesse de jeu très lent, 2 un peu moins, 3 un peu moins, 4 un peu moins, 5 très rapide. Et on a des événements qui apparaissent au fil du temps. Donc ça m'arrange que ça apparaisse, ça je vais vous montrer. Et ensuite je couperai cette première session vidéo, on va dire. Donc voilà. Et on a du lore évidemment, on peut faire du RP, hein. C'est le but. Dans ce jeu on peut jouer RP. Puisque je suis leur petit roi, le petit roi c'est moi, mes vassaux doivent me jurer allégeance. Ma parole est loi, mais que vaut l'obéissance sans dévouement? En temps de crise, une réaction lente ou un effort timide de leur part peut mener au désastre. Puis-je me permettre de prendre un tel risque? Et donc là, c'est soit vous jouez en RP et vous faites ce que vous auriez vraiment fait, soit vous jouez par rapport au bonus qui s'affiche, ce qui est quand même un peu moins drôle. Donc là on peut choisir par exemple de, vous voyez, on peut augmenter la redoutabilité de 20, blesser notre vassal et lui faire perdre 20 en opinion, ce qui est pas grave parce qu'il est déjà au-dessus largement de 0. Mais on peut aussi choisir soit d'augmenter son opinion en le jugeant trop faible pour nous, soit en essayant d'être généreux. Donc on gagne un peu moins de pièces, mais lui il ne rapporte presque rien. D'ailleurs, c'est pas quelqu'un de mon pays ça. Et du coup on a l'opinion du vassal qui augmente de 15, mais lui c'est pas notre vassal, donc en fait on peut très bien choisir... Ah mais non mais attendez, Ah oui, oui non d'accord. On peut choisir de blesser notre vassal qui est juste ici, pour impressionner ce monsieur, soit être généreux, donc avoir plus 15 de sa part. En fait lui voilà, c'est pas notre vassal, lui c'est notre vassal, il est à moins 1, lui c'est notre rival juste ici qu'on va devoir abattre. Soit on peut gagner plus 20 pour lui, mais on n'en a pas envie, donc on va être généreux avec notre vassal. Donc voilà, donc c'était tout simplement la première phase du tutoriel. Donc je vais couper ici pour YouTube, on se retrouvera juste après dans une prochaine vidéo, et on se retrouve juste pour la suite. On va commencer un petit peu à envahir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, et on va arrêter le tuto ici. Je vais continuer de vous présenter un petit peu les notifications qu'on peut avoir sur l'écran, et vous verrez ensuite. Allez, ciao YouTube!